et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La Tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. La Tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. L'émission qui analyse, commente et décrypte pour vous l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. On en parlait tout à l'heure dans l'émission Droit de comprendre. 10 morts, des blessés, dont certains dans un état grave. D'autres pourraient même être encore sous les décombres. C'est le triste bilan provisoire de l'éboulement de la décharge de Concasseur à Dar Salam dans la commune de Ratoma. Une situation déplorable, triste et douloureuse. Sur place hier, plusieurs personnalités ont effectué le déplacement, dont le chef de l'État Alpha Condé, le président de l'UFR Sidya Touré et le chef de file de l'opposition Elhadji Cellou Dalein Diallo. Et tout à l'heure, plusieurs personnalités vont se succéder en direct dans cette émission pour nous dire comment elles ont observé cette situation. Est-ce qu'on pouvait l'éviter? D'ailleurs, comment elle évolue sur le terrain? D'abord, nous allons commencer par le maire de Ratoma, Souleymane Taran Diallo. Ensuite, général Mathurin Bangoura, gouverneur de la ville de Conakry. Mamadi Tourakaba, président de l'ECDR, Dr Dansa Kourma, président du CONOX, Elhadji Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG et Sidya Touré, président de l'UFR. Et comme invité ce matin ici dans ce studio sur ce plateau, Guimé Camara, il est le chef projet recensement biométrique et Kwasi Haoussa, représentant de l'opérateur technique, donc l'opérateur qui s'occupe de ce travail. Avec eux, il sera question de l'opération de recensement et d'identification biométrique additionnelle des pensionnés, contractuels temporaires et agents en attente d'enrôlement. Monsieur Camara, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, M. Condé. Et gardez bien le micro, bonjour. Bonjour, M. Condé. Salut Yambouno, bonjour. Bonjour Abakar Condé et bonjour à nos invités. Monsieur Aoussa, bonjour. Bonjour. Redressez le micro vers le haut. Encore un peu plus. Bonjour. Bonjour. Soirée Boubacar, bonjour. Bonjour Condé, bonjour à nos invités et téléspectateurs et auditeurs. La mise en onde est assurée par Cabinet Sano, assisté de Kandé Omar Kamara. La réalisation assurée par Alassane Diallo et toute son équipe, composée ce matin de Moroum Kamara et Sekou Touré, Kadia Touré. Il est déjà en ligne, le maire de Ratoma, le véritable artisan d'ailleurs de cette situation. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment où, depuis que l'événement est survenu, quelles ont été ses différentes démarches? Souleymane Taran Diallo est déjà en ligne. La Tribune de l'Actu Plus, l'invité. Souleymane Taran Diallo, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes le maire de Ratoma. Hier, on a assisté à ce drame du côté de Dar es Salaam avec l'éboulement de la décharge principale. Dites-nous concrètement comment cette situation est intervenue et comment elle évolue. Hier, aux environs de 10h et quelques, nous avons été très vite informés de la situation qui prévalait à Dar es Salaam. Nous nous y sommes rendus après avoir appelé à la fois et le chef de quartier de Dar es Salaam et le gouverneur de la ville de Conakry, le colonel Bala Samoura aussi, et informé beaucoup d'autres gens, dont la protection civile et la Croix-Rouge aussi. Nous avons appelé tous ces gens-là, et la direction de la santé de Conakry, pour que nous nous mettions ensemble. En ce moment, nous n'avions même pas mesuré encore l'importance, l'ampleur de ce qui se passait là-bas. Mais nous avons pris les devants, nous avons averti à ces gens-là en y allant. Quand nous nous sommes rendus sur le terrain, nous avons mesuré l'importance de ce qui était là. C'était vraiment dramatique, terrible. Les corps, certains étaient déjà sortis des décombres et on continuait encore et à main nue les jeunes. J'en profite pour dire vraiment merci et grand merci à ces jeunes qui se sont engagés du matin au soir. Il y en a que vers 16h qui ont été relayés par les machines qui sont arrivées, 15h, 16h, mais en attendant, tous ceux qui étaient déjà sortis, il y avait au moins 8 morts déjà. C'était eux qui les ont sortis. Il y avait au moins 7 blessés qui étaient déjà hospitalisés et blessés, certains dans un état
sérieux. Donc, tous ces gens-là, c'est à main nue qu'ils les ont tirés, qu'ils ont réussi à les extraire. Ils n'avaient même pas quelquefois de roues, suffisamment de roues, de pioches, etc. À main nue, ils creusaient. Donc, il faut leur tirer le chapeau et leur dire que c'est vraiment un travail civique qu'ils ont effectué là et les a remerciés. Donc, arrivé là, nous avons appelé, les forces de sécurité aussi sont arrivées. Le colonel Bala Samoura est le premier. Le colonel, le général Mathurin est arrivé. Également, il va intervenir tout à l'heure. Oui, nous nous sommes mis ensemble donc pour appeler au secours, appeler à l'aide, et parce qu'on nous faisait comprendre que le plus important était de trouver une machine, et le plus tôt possible, urgemment. Une pour que, percuse. voilà, pour qu'on dégage les gens qui sont encore sous les décombres. Donc, il nous disait que chaque fois, on nous disait qu'il y a encore des gens qu'on n'a pas retrouvés. Il y en a qu'on n'a pas retrouvés. Donc, finalement, jusqu'au moment de l'arrivée de la machine, et il y avait déjà 8 corps. On nous a appelés ailleurs pour essayer de gérer déjà ces corps-là, parce qu'il y avait problème de place, mais à l'hôpital Ignace Dine, et il n'y avait pas suffisamment de place pour tous ces corps. Il a fallu s'adresser à Donka où la morgue est en réflexion, et ensuite à l'hôpital sino-guinéen où le directeur, on a pu l'avoir un peu difficilement, mais on l'a eu et il nous a dit qu'il n'y a pas de place. Tous les 4 placards qu'ils y ont sont occupés. Donc franchement, c'était retour à la case départ avec l'aide du colonel Bala Samoura, du gouverneur. On a pu finalement, et on s'est retrouvé à 19h à Inatim, où on a accepté de se débrouiller avec le directeur de l'hôpital, Dr Awada, pour loger les corps là. Et on les a tous logés là. Et voilà, pour qu'aujourd'hui, ce matin, on puisse procéder à la levée du corps pour l'enterrement qui sera fait à Dar Salam à 14h. Alors, est-ce que vous avez prévu tout cela? Est-ce que vous avez signalé cela? Parce qu'il y a des citoyens qui pensent qu'il y a eu un manque de prévention de la part des autorités. À votre avis, est-ce que c'est un manque de prévention ou bien un manque d'action concrète pour pouvoir au moins, disons, limiter les dégâts? Oui, manque de prévention, pas seulement de la part des autorités, pas seulement, mais disons de la part de tout le monde. De la part de tout le monde, soyons honnêtes. Celui qui se met là, sous la décharge, en voyant au sommet, dès qu'il lève la tête, il voit les ordures. Reconnaissons qu'il manque de prévoyance. Lui aussi, il peut le dire. Maintenant, l'État qui est responsable de cela, nous et les autres, nous aussi, nous voyons cela. Et nous laissons faire en quelque sorte. Nous en parlons, ce n'est pas que nous n'en parlons pas. Nous en sommes conscients, nous en parlons. Et chaque fois qu'il y a des équipes techniques qui vont sur la décharge, on dit, voyons cette situation, c'est une situation, c'est une bombe à retardement. Ouais. Et honnêtement, nous savions, nous nous disions que ça pouvait arriver d'un moment à l'autre. Surtout avec les grandes tornades tropicales, et voilà, il fallait le prévoir. Donc maintenant, ce que nous souhaitons, c'est que nous ne disions plus jamais ça. Et que nous prenions les mesures qu'il faut, au moment qu'il faut, pour que ces choses ne se répètent pas. Voilà, monsieur le maire, ce matin-là, est-ce que le bilan a augmenté ou bien c'est toujours le nombre que vous avez enregistré depuis hier? Quand je quittais hier, quand je quittais l'hôpital à 19h, c'est la dernière fille qu'on avait amenée, une fillette de 6 ans. C'est celle-là qui avait complété à 9. Maintenant, en regardant la télé la nuit, j'ai appris qu'il y a 10. Maintenant, moi, ce que j'avais constaté là-bas, ce que je savais, c'était 9. Maintenant, probablement, il y a 10 encore, parce que la machine était encore en train de procéder aux fouilles. Oui, mais est-ce que, de l'avis des riverains, est-ce que des gens peuvent encore être sous les décombres? Oui, selon eux, on n'a pas retrouvé tout ce qui était là. Donc, ils supposent qu'il y a encore des gens sous les décombres. C'est ce qu'ils supposent. Voilà. Ah bon. Ce matin, je ne me suis pas rendu là-bas. Ce matin, je ne me suis pas rendu à Dar Salam. Et qu'est-ce que vous faites? J'étais en train de m'appuyer pour les ambulances, pour être sûr d'avoir 4 ambulances. Heureusement, la directrice communale de la santé nous a aidés en ce sens et les ambulances sont déjà mises à disposition et déjà à Iasdine. Donc, nous nous y rendons en ce moment pour procéder à la levée des corps. Est-ce que vous avez donc un conseil à lancer à l'endroit non seulement des autorités au plus haut niveau, mais aussi aux citoyens riverains de cette décharge?
Oui, les autorités au plus haut niveau ont fait le constat elles-mêmes, parce que le chef de l'État s'est rendu là. Tout à fait. Il a constaté lui-même certainement l'énormité des dégâts. Voilà, il a non seulement constaté l'énormité des dégâts, mais il a absolument vu dans quel état les gens habitaient là. Il a vu la décharge, il a souhaité aller même de l'autre côté pour voir l'autre versant, si c'est la même situation. Donc nous sommes allés, il a vu tout cela. Donc c'est certain que nous apporterons des solutions, les solutions qu'il faut dans cette situation. Suleiman Tara Diallo, maire de la commune de Ratoma, merci d'être passé dans cette émission. Et puis on va enchaîner avec le premier responsable de la ville de Conakry. C'est bien général Mathurin Bangoura. Il y était également hier. Quel a été son constat et comment il trouve tout cela? Est-ce que on pouvait éviter ce drame ou du moins c'est une simple fatalité? Général Mathurin Bangoura, bonjour. Bonjour. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation ce matin. On en parlait tout à l'heure avec le maire de Ratoma. Ce qui est arrivé arriva. Une dizaine de morts, des gens pourraient encore être sous les décombres. Vous y étiez hier. Quel a été votre constat, vous, monsieur le gouverneur de la ville de Conakry? Merci, monsieur le journaliste. C'est vrai, comme venait de le dire monsieur le maire de la commune de Ratoma, mon constat en tant que première autorité de la ville de Conakry, c'est un constat qui est très amer. Très amer parce que vous l'avez constaté vous-même, vous étiez sur le terrain avec nous. Ce qui s'est passé logiquement ne devrait pas se passer si toutes les dispositions étaient prises. Donc, en tant que première autorité de la ville de Conakry, et avec un constat amer que nous avons vécu ce drame hier à la carrière dans la commune de Ratoma. Et après avoir constaté cela, monsieur le gouverneur, qu'est-ce qui est venu à votre tête par rapport à la résolution de cette situation et surtout par rapport à l'assainissement de la ville de Conakry? Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a eu un peu de délaissement au niveau du gouvernorat quand même. Non, ça, vous faites des erreurs. Quand vous dites qu'il y a un délaissement du côté du gouvernorat, vous êtes des journalistes, vous devrez aller à la source des renseignements pour savoir effectivement comment ça se passe. C'est vrai. Mais il y a un secret pour aucun Guinéen, qu'il y a de cela maintenant, jour pour jour, 11 mois, 2 semaines, que le chef de l'État a pris la bonne décision de retirer l'assainissement dans les mains du gouvernement de la ville de Conakry et donner à l'armée. Et de là, on a encore donné l'assainissement à une agence qui existe. Donc ne dites pas qu'il y a un délaissement du côté de l'Agence nationale de la salubrité publique. Justement, et quand vous avez fait le constat, est-ce qu'à votre avis, les riverains qui sont là, l'endroit est approprié? Quelle analyse, quelle lecture vous avez faite de la situation? Les riverains qui sont là ne devraient pas être là. Et selon les informations que nous avons recueillies, et c'est une occasion pour moi pour vous dire que la Banque mondiale a disqualifié déjà cette décharge qui ne devrait plus être là. Mais si elle est là, les habitants qui sont là, malgré ce qui est arrivé hier, devraient faire de sorte à ce qu'ils ne vivent pas là où ils sont en train de vivre aujourd'hui. Parce que vous l'avez constaté sur le terrain, que les gens ne doivent pas cohabiter avec les autres qui sont là. Ouais. Tous ceux qui sont là-bas aujourd'hui, il faut l'admettre, ils sont affectés aujourd'hui. Donc il faut le reconnaître. Les gens ne devraient pas vivre là. Pas du tout. Mais avec tout ce qu'on est en train de dire, c'est bon que les gens prennent des dispositions pour qu'on puisse éviter certains problèmes. Je suis désolé que ce qui est arrivé soit arrivé en tant qu'autorité de la ville de Conakry. Mais logiquement, les gens qui sont là ne devraient pas vivre ensemble avec les autres. Oui, le gouvernement puisque... Il y a eu une surpopulation à ce niveau, si on peut le dire ainsi, au niveau de cette zone. Ce sont ces derniers temps. Sinon, avant, c'était pas tellement habité. Les agréments ou bien les papiers qui leur permettent d'habiter à ces endroits sont laissés pourtant par le ministère de l'Habitat. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernorat a une certaine stratégie pour au moins, disons, indemniser ces personnes et mettre la pression avec, bien sûr, l'appui du ministère de l'Habitat pour que ces gens quittent ces endroits? Monsieur le journaliste, ce n'est pas du ressort de la ville de Conakry d'indemniser. Non, ce n'est pas vous qui indemnisez, je parle du ministère de l'Habitat, mais à travers votre appui, vous accompagnez les populations à faire les démarches nécessaires pour aboutir à tout cela. Oui,
Nous, ce que nous pouvons faire, parce que pour un premier temps, il faut déclasser, je l'avais dit. Oui. La décharge de la minière est déjà déclassée. Tout à fait. Logiquement, il revient au gouvernement de prendre des dispositions pour qu'un autre site soit trouvé, afin que la décharge soit transférée à ce niveau. Mais si tel n'est pas fait, ce n'est pas une leçon quand même. C'est un problème qui est national. Il faudrait bien que les dispositions soient prises pour que les gens qui sont autour de la décharge soient recensés et qu'un site soit trouvé où les personnes doivent être recasées. Et en ce moment, on va continuer soit à envoyer les ordures, la décharge va continuer à être décharge, mais que ça soit amélioré, mais que les riverains qui soient là soient tous recensés et trouver un site où il faut les envoyer. Mais ça, ce n'est pas du ressort de la ville de Conakry. C'est le gouvernement qui doit prendre le truc en charge. Oui. Nous avons le ministère de l'administration du territoire, nous avons le ministère de la ville de l'aménagement. Donc, il y a tout ça là qui doit rentrer. C'est tout le monde qui doit intervenir. C'est tout le monde qui doit intervenir. À travers un rapport quand même, pour signifier que la situation elle est d'urgence, le gouvernorat peut participer aussi. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous l'avez remarqué hier et je pense que vous étiez sur le terrain avec nous. Tout à fait. Le matériel qui a été envoyé, ça c'est le matériel d'urgence qui a été acheté par le gouvernement de la ville de Conakry. Nous étions là dès les premières heures. Dès les premières heures, nous étions là parce que cette population riveraine, elle appartient à la ville de Conakry. D'abord. C'est ce que nous pouvons en tant qu'autorité Tout à fait. régionale. Mais de l'autre côté, il y a des mesures qui peuvent être prises par le gouvernement, dont le gouvernement n'est pas en mesure de prendre. Maintenant, on a vu pareille situation du côté de la Sierra Leone jusqu'au samedi. On continue encore de récupérer les corps même au niveau des eaux guinéennes. Qu'est-ce qu'il faut, monsieur le gouverneur, pour éviter de telles situations dramatiques dans la ville de Conakry? C'est ces solutions qu'il faut entre autres prévoir. Oui. Nous avons dit qu'hier mardi, il était question que nous nous retrouvons au niveau du gouverneur de la ville de Conakry, les maires, les chefs de quartier, pour parler de cette situation. Et contre toute attente, on a été surpris le matin par ce troublement. C'est ce qui fait que la réunion n'a pas eu lieu. Mais nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on se retrouve pour que le curage des caniveaux, qu'une organisation soit mise en place pour nous permettre, malgré qu'on n'a pas l'assainissement, mais que les maires, les chefs de quartier et la ville de Conakry, que nous puissions prendre des dispositions pour que le curage soit fait de façon systématique pour nous éviter ces problèmes. Et très malheureusement, on a été surpris par cet événement d'hier. Donc, qu'à cela nous tienne, nous sommes en train de voir comment très rapidement prendre des dispositions au niveau communal, au niveau des quartiers et au niveau des familles pour éviter que les ordures ne soient jetées à tout moment dans au mauvais endroit. Au mauvais endroit, tout à fait. Dernier conseil, monsieur le gouverneur. Le dernier conseil que je donne à la population de Conakry. Hier, c'était le tour de la décharge de la minière. Je demande à toute cette population de Conakry d'accepter d'avoir un esprit civique. Les caniveaux qui sont là ne sont pas là pour recevoir les ordures. Et si vous jetez les ordures, c'est les eaux usées et les eaux de ruissellement qui doivent être reçues par ces caniveaux. Mais à chaque fois qu'il pleut abondamment, les gens prennent les ordures ménagères et même les ordures de grande dimension pour jeter dans les caniveaux. Ça va boucher les caniveaux et au finish, les eaux usées et les eaux de ruissellement pour lesquelles les caniveaux sont faits ne vont pas aboutir à leur destination finale. Et quand c'est bouché, ça provoque un refoulement et c'est ce refoulement qui conduit à tout ça. Hier, c'était le niveau de la décharge. Mais il peut se passer encore par endroits parce qu'on nous a fait cas de certains quartiers de la ville de Conakry, notamment vers Bambeto et vers Wanidara. C'est ce problème qui a été posé. Les gens ont été envoyés à ce niveau. Je demande humblement à cette population de Conakry d'avoir cet esprit de civisme pour que réellement les ordures soient mises dans les poubelles, parce que les poubelles ont été distribuées dans certains quartiers. Et que les gens acceptent qu'ils mettent, mais ne profitent pas pour mettre toutes les ordures à des mauvais endroits. Parce que les mauvais endroits pour les ordures, c'est bien les caniveaux et les bordures de route. Général Mathurin Bangoura, gouverneur de la ville de Conakry, merci à vous aussi d'être passé dans cette émission. Merci. Bonne journée.
la tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. On enchaîne cette fois-ci avec les acteurs de la société civile. Quel regard porte-t-il de ce drame survenu hier à la décharge de la minière? 10 morts, des gens pouvaient encore être sous les décombres. Une situation malheureuse, difficile à digérer, d'autant plus que avec la proactivité, certainement, les dégâts, si ils ne sont pas évités, mais ils pouvaient être réduits. Il est en ligne, Mamadi Tourakaba, il est le responsable de l'ECDR. Mamadi Tourakaba, bonjour. Bonjour, M. Condé, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Vous aussi, la même question, comment vous avez trouvé cette situation d'hier? Vous me permettez, M. Condé, avant tout, de prier le Tout-Puissant pour qu'il pardonne nos concitoyens qui ont été victimes hier et que ces morts, que leur demeure soit le paradis. Amen. Et que les malades, que Dieu les aide à recouvrer la santé le plus tôt. Et effectivement, hier, je me suis rendu sur le lieu et le constat, il est pleinement partagé. Mes prédécesseurs, le même constat qu'ils ont posé, je fais le même. Mais j'ajouterai simplement que la gestion de ce domaine n'est pas seulement un problème d'ordure. C'est vraiment l'analyse que je me suis faite. Ce n'est pas un problème simplement d'ordure, c'était devenu un problème de santé publique ou de sécurité nationale. Parce que on doit seulement, on peut, au-delà des dégâts, des pertes en vies humaines que nous avons enregistrées hier, mais il y a eu des victimes bien avant cela. C'est des maladies qui peuvent être issues de ces ordures-là, les fumées qui se dégagent, les ordures, les odeurs même qui se dégagent de ces ordures-là, sont des problèmes qui affectent les mêmes populations riveraines. Et on ne peut pas aujourd'hui dénombrer le nombre de malades, de victimes de cet état-là. C'est autant dire que la question dépasse simplement cette gestion des ordures. C'est une question aujourd'hui qui doit interpeller le pouvoir au plus haut niveau. Et je me réjouis parce que hier, quand le président venait, j'y étais, je me réjouis qu'il soit venu lui-même constater et que les heures qui suivent, des mesures pratiques soient prises, et bien pour vraiment pour enlever cette décharge-là. Le milieu n'est plus indiqué. S'il pouvait être accepté il y a 10 ans ou 20 ans, aujourd'hui c'est inacceptable. C'est en plein centre-ville. Donc cela est une obligation aujourd'hui. Parce que je vais vous dire, les citoyens que nous sommes, nous ne pouvons pas continuer à être des victimes de la faiblesse de l'État. Nous ne pouvons pas continuer à être des victimes de cette faiblesse-là. Il faut que nous soyons, parce que le droit à un environnement sain est reconnu par notre Constitution. C'est donc un droit pour nous de jouir d'un environnement qui soit sain. Et c'est aussi un devoir, c'est le deuxième volet que j'allais aborder, c'est aussi un devoir pour chacun de nous de protéger notre environnement. Donc ça, c'est le premier constat que je pose. Et comme il a été rappelé par les prédécesseurs, les citoyens aussi qui habitent le long de cette décharge-là devraient eux aussi penser à leur vie. Si l'État ne fait rien pour les protéger, eh bien, c'est un instinct pour chacun de nous de savoir que là où je suis en danger, je suis en insécurité. Mais comme je l'ai dit, ça ne devrait pas être une interpellation au niveau des citoyens. C'est l'État qui devait d'abord imposer ça. Et c'est le problème auquel nous sommes confrontés. Parce que souvent, on a peur de punir ou on a peur d'appliquer les règles. Comme j'ai recoupé les informations, il semble que la décharge a trouvé déjà que la zone était habitée. Mais si on constate qu'il y a des dangers imminents par rapport à cette décharge-là, l'État pouvait, à partir de ses fonctions, de ses rôles, eh bien, interdire l'habitation de ce lieu-là.
que cela plaise ou pas, parce que c'est ça aussi la gestion, que ça plaise maintenant ou pas. D'accord, on vous a largement écouté. Le gros problème, est-ce qu'aujourd'hui, la société civile, à votre niveau, je veux dire, en a fait un problème d'urgence? Est-ce que vous avez essayé de dénoncer cette situation bien avant? Parce que souvent, on a eu affaire à une société civile guinéenne qui, dans la plupart des cas, attend d'abord que l'événement se produise bien avant qu'on ne la voie sur les écrans ou bien dans les différentes stations radio pour se prononcer sur la question. Est-ce que vous, à votre avis, à votre niveau, la question vous a interpellé? Oui, ça je peux vous le dire et je vous prie de me croire que ça, les risques liés à cette décharge-là ont été évoqués il y a très longtemps. Aussi bien par les acteurs de la société civile que même par certaines autorités étatiques, notamment celles de la commune. Eh bien, c'est des interpellations qui ont été faites il y a très longtemps. Même les citoyens, parce que je vois... Il y a eu interpellation, mais on n'a pas vu la société civile insister sur cette situation quand même. Si c'est des cas politiques, on les voit tout le temps rabattre les oreilles des citoyens par rapport à une thématique concernant la politique. Oui. Non, ce que vous dites, nous sommes tenus obligés d'accepter parce que... eh bien, il faut écouter les critiques et autres pour bien faire, mais il ne faut pas qu'on demande trop à la société civile. Il faut qu'on sache bien qu'est-ce que peut faire la société civile. C'est cette dénonciation ou c'est cette interpellation que nous pouvons faire. Si la société civile avait les moyens comme la commune, le gouvernorat ou le gouvernement, eh bien, tenez-vous bien que la société civile allait débarrasser les populations de cette décharge-là. Mamadi Kaba, président de l'ECDR, merci à vous aussi d'être passé dans cette émission. On enchaîne toujours avec le camp de la société civile. Il est en ligne, Dr Dansa Kourouma, président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Dr Dansa Kourouma, bonjour. Bonjour. Même question. Drame survenu hier à la décharge de la minière suite à un éboulement. L'éboulement même, conséquence avec les grandes pluies qui se sont abattues sur Conakry hier. Est-ce que ce drame vous a surpris, M. Kourouma? Écoutez, en toute honnêteté, je ne suis pas surpris. Parce que ce dépotoir de Concasseur, il y a même un journaliste qui a fait un reportage là-dessus, était une menace sérieuse contre la sécurité des personnes qui vivaient aux environnants. En plus du gaz toxique qui ça contenait, mais aussi les montagnes d'ordures pouvaient à tout moment tomber, n'est-ce pas, sur les maisons et sur les habitations. Et tout ce temps, depuis tous les régimes, en tout cas les différents gouvernements qui sont succédés ces 15 dernières années, savaient bel et bien qu'il y avait ce risque-là en plein cœur de la capitale. Mais ni la commune, ni le gouvernorat, ni le gouvernement n'ont pris la responsabilité, n'est-ce pas, de nous débarrasser de ce compost, comme on l'appelle, et le transférer définitivement au dépotoir, n'est-ce pas, qui devait être, à la décharge qui devait être prévue au niveau de Somponia. Donc si les collectivités et l'État, d'ailleurs l'État d'une manière globale, est incapable, n'est-ce pas, de s'assurer, de se donner, de se doter d'une décharge digne de nom, loin de la capitale Conakry, c'est une défaillance grave, n'est-ce pas, qu'il faut dénoncer aujourd'hui. Alors, ce que je vais ajouter à cela, on est parti à Demoudla, casser les maisons pour libérer les passages d'eau. Oui, c'est bon. Mais ce compost-là, ça fait combien d'années il est là? Combien de journalistes ont fait le reportage sur cet endroit? Et combien, n'est-ce pas, de gouverneurs qui se sont succédés, qui ont réalisé, n'est-ce pas, les conséquences de ce compost sur la population? Alors, l'heure est, la récréation est terminée. L'État doit assumer toute la responsabilité, n'est-ce pas, de son laxisme par rapport à la gestion de la sécurité des populations guinéennes. Et on ne peut pas dire, on ne peut pas accuser d'emblée les collectivités parce qu'ils n'ont pas les moyens. On met en place les collectivités, on les transfère des compétences, ils n'ont jamais les moyens de mettre en œuvre ces compétences-là. Tous les moyens sont centralisés au niveau du gouvernement et le gouvernement n'est pas soucieux, n'est-ce pas, des conditions de vie de la population. Alors, je demande une fois encore et avant toute chose qu'une enquête soit menée et que les responsabilités soient situées et que des sanctions soient prises et que la population victime soit dédommagée systématiquement. Parce que quelqu'un dira
que c'est pas l'incivisme de la population. Ils savaient qu'il y avait ce combosse-là. Ils ont construit des habitations aux environnants. Mais quel est le rôle de l'État alors? Quel est le rôle de l'État? La police relève de qui? La gendarmerie relève de qui? La police administrative relève de qui? Alors, je demande une fois encore, au nom de la société civile, je présente d'abord mes condoléances aux familles éplorées et aux blessés, toute notre compassion, à ceux qui ont paressé des dégâts matériels importants, tout notre réconfort. On mettra les heures à venir une chaîne de solidarité pour apporter notre appui, n'est-ce pas, aux familles qui ont été victimes, n'est-ce pas, de ce grave accident. D'accord. Juste une question, quelle sera la suite de la procédure côté société civile? Écoutez, l'heure est au soutien d'urgence aux familles. J'apprécie le bon voisinage, les voisins qui ont été les premiers à intervenir, mais aussi les services publics qui sont intervenus pour aider à sauver et à minimiser, n'est-ce pas, les cas de mort d'hommes, mais également tout ce qui a été fait comme compassion, comme solidarité, la visite du chef de l'État et tout ce qui s'est passé, nous saluons. Mais ce qui est important, il y a eu trop de drames en Guinée. Et alors, il y a quelques années, le cas des Ogota, le drame de Zérékoré, le drame de la place de Lampagny, le drame de la place de Taouya, les accidents de circulation qui font par an des milliers et des milliers de victimes. Alors, qui doit assurer la sécurité de la population guinéenne? Posons-nous la question. Le débat n'est plus là à se déplacer les choses. À ceux qui profitent de ce statu quo, je les envoie ce message-là. On est fatigué de tout ça. Il faut qu'il y ait des sanctions exemplaires. Si cet endroit n'est pas réservé pour le dépotoir des ordures, que l'État anticipe et dégage les habitations et les recase à un endroit avec moins de risques. Mais il ne faut pas attendre que des Guinéens meurent pour pouvoir prendre des responsabilités pour dégager. C'est trop grave, ça, c'est de l'irresponsabilité pure et simple. Docteur Dassa Kourma, président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Merci à vous aussi d'être passé dans cette émission et on reste toujours sur ce sujet puisqu'il polarise les attentions et domine l'actualité aujourd'hui en Guinée. 10 morts, des dégâts matériels considérables. Il a effectué aussi le déplacement des lieux. Il sait bien. Le président de l'Union des forces républicaines, il est en ligne. Sidia Touré, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous avez aussi été sur les lieux hier. D'après vos constats, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce drame du côté de la décharge de la minière? Non, je crois qu'il y a plusieurs raisons, mais avant d'en arriver là, je voudrais vraiment saluer le courage de tous ces jeunes gens que j'ai trouvés en train de faire des travaux pratiquement à la main. J'ai vu également que des dispositifs avaient été vraiment pris compte tenu de l'inaccessibilité de cette zone. J'ai trouvé la police, le ministre de la Sécurité est arrivé 5 minutes après moi. On s'est battu ils sont battus pour envoyer un engin qui avait du mal à se frayer un passage. Donc il y a vraiment beaucoup de problèmes liés à cela. Et il faut saluer la mémoire de tous ceux qui sont morts dans ces circonstances-là, saluer le courage de ces populations, mais c'est vrai qu'il y a des dispositions à prendre. Moi, j'ai été surpris de voir ce qu'on appelle là-bas ce combosse, en fait, qui est une décharge publique à ce niveau-là. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté. Quel doit être ce quelque chose? Est-ce qu'il faut, comme l'a dit le gouverneur tout à l'heure, puisque c'est déjà déclassé par la Banque mondiale, est-ce qu'il faut fermer cette décharge, trouver un autre endroit adéquat ou il faut carrément délocaliser les riverains? Ben, il faut déplacer cette décharge. Mais vous savez, en Guinée, le problème, c'est que les problèmes reviennent tout le temps. Ouais. En 1997, les programmes d'urgence de mon gouvernement, il y avait le problème de l'électricité, il y avait l'assainissement de la ville de Conakry, il y avait un programme économique avec le Fonds monétaire avant 6 mois, ainsi de suite. Et nous nous sommes attaqués à ce problème de l'assainissement. On a ramassé les ordures. C'est à ce moment que nous avons créé la SPDT qui est toujours là et qui était normalement chargée du ramassage des ordures. Et dans le cas de ce programme, il avait été déjà prévu de délocaliser, disons, cette décharge et de l'amener au-delà de Kabylie. Des recherches avaient été effectuées à ce niveau. Nous avons obtenu un financement de 5 millions de dollars du côté des ONG et autres américaines. Et nous avons commencé à faire les travaux, les recherches et tout.
Et quand je suis parti, je crois que cet argent a été remis au gouvernorat d'alors, qui n'a rien à voir avec le gouvernement d'aujourd'hui. On en a fait une affaire de campagne électorale et le projet a été abandonné. Donc quand moi j'allais là-bas hier, je ne m'attendais pas à revoir cette même situation multipliée par 10. Donc il faut absolument déplacer cette décharge publique. Elle ne peut pas rester au milieu de la ville. Il y a le drame que nous avons vécu hier. Mais n'oubliez pas également que quand on dit décharge, il y a tout ce qu'il y a comme eau de ruissellement, tout ce qui va dans la nappe phréatique. C'est un danger total pour la ville de Conakry. Je pense que les nouvelles dispositions consisteraient à retrouver encore un site de décharge et de complètement balayer cela comme la Banque mondiale l'a recommandé. Mais je dis, il y a 20 ans, ces travaux étaient déjà en cours. Et également, le maire de Ratoma a déploré aussi la présence des riverains à cet endroit. C'est vrai, le drame il est survenu, mais à ses yeux, l'endroit aussi n'était pas propice à l'habitation. Mais beaucoup de ces habitants ont vu arriver la décharge sur eux. Ce que j'ai vu hier, j'étais très loin d'imaginer que ça avait grossi autant que ce que je savais en 97-98. Donc beaucoup ont été rattrapés par le compost. De toute façon, quelle que soit la raison, c'est vrai, on devrait déplacer les populations. Ça, c'est le travail du ministère de l'Habitat. Mais aujourd'hui, pour moi, j'ai entendu le gouverneur de la ville le dire, l'urgence, c'est réellement de déplacer cette décharge publique. Elle n'est pas à sa place. Alors, est-ce que vous avez un conseil allant dans ce sens, monsieur le... Il n'y a pas de conseil, je crois que... Alors, des recommandations. La recommandation, c'est ça, mettre en place un budget nécessaire, avec, pourquoi pas, remettre en marche la SPDT qui n'a pas été dissoute, et faire en sorte qu'on trouve une nouvelle décharge. Mais qui a été dépouillée de toutes ses prérogatives. Là, il faut recommencer tout ça. Le problème, c'est pas ça, c'est pas de dépouiller, parce que vous le donnez à une autre structure, qui, si elle n'a pas de moyens et qu'elle n'est pas mieux organisée, les résultats seront les mêmes. On peut appeler ça autrement, on peut le donner à une autre structure. Faisons en sorte que cette décharge soit déplacée et que franchement, je dis, pour la ville de Conakry, c'est pas uniquement ceux qui habitent à côté, les eaux qui passent par là et qui ruissellent, disons, dans la nappe phréatique, dans les quartiers et autres, c'est un danger public pour la ville, honnêtement. Sidia Touré, président de l'Union des forces républicaines, merci à vous aussi d'être passé dans cette émission. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. À présent, place à nos deux invités ici dans ce studio sur ce plateau, Dumé Camara, chef projet recensement biométrique, et Kassi Aoussa, représentant de l'opérateur qui s'occupe de ce travail au niveau de ce ministère. Mais avant d'aller avec le vif du sujet, c'est vrai, vous n'êtes pas venu pour ça, mais le drame, la capitale a été frappée. Vous avez suivi différents acteurs sur la thématique. Qu'est-ce que vous avez retenu de leur intervention, M. Camara, par rapport à ce qui est arrivé au niveau de la décharge de la minière? Bon, comme l'avait dit un des intervenants, je commence d'abord par présenter mes condoléances à tout le peuple. Oui. Vraiment, c'est pathétique. Ouais. Et on ne peut que se remettre à Dieu et voir les constats et les suggestions relevées par les uns et les autres pour que l'État vraiment puisse prendre des mesures idoines pour que cela ne se répète plus. Oui, monsieur Aoussa. Aoussa. Ok. Pour moi, ça a été vraiment déplorable d'apprendre cela hier soir quand je suis rentré. Et je pense bien que la décision du gouverneur est la bonne décision, c'est de trouver des moyens de pouvoir déplacer ces ordures hors de la ville de Conakry. C'est la solution la plus idoine qui est là. D'accord. Maintenant, monsieur Dumé, première question, Soari Bouaka. Voilà, monsieur Dumé, bienvenue encore. Vous avez engagé une nouvelle opération dans le cadre du recensement biométrique des fonctionnaires en République de Guinée. Et dites-nous, il s'agit de quoi réellement? Bon, en fait, ce n'est pas une nouvelle opération de recensement, mais plutôt la suite de la première phase de l'opération déclenchée par le ministère en charge de la fonction publique depuis 2014. Et cette opération concerne les pensionnés, les contractuels temporaires et les fonctionnaires en attente d'enrôlement. Il s'agit de
leur enrôlement biométrique. Alors, les pensionnés, ce sont les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite et les bénéficiaires de la pension de réversion, c'est-à-dire Monsieur X qui était fonctionnaire. Abouakar Kondé. Abouakar Kondé qui était fonctionnaire, même si je ne le suis admis pas. à faire valoir ses droits à la retraite ou bien radié suite au décès. C'est quand un fonctionnaire décède en cours d'activité, il est radié et pour donner la chance à sa famille de bénéficier de la pension de réversion. Et une autre catégorie de pensionnés qu'on appelle le minimum vital, qui perçoivent le minimum vital. Alors les pensionnés, ce sont ces trois catégories-là. Les contractuels temporaires aussi, et qui n'étaient pas concernés par la première opération en 2014, et les fonctionnaires qu'on appelle fonctionnaires en attente d'enrôlement, constitués de deux catégories. Et je cite, il y a d'abord une catégorie de fonctionnaires qui n'a pas eu la chance d'être enrôlés en 2014, mais dont la situation a été vraiment examinée et jugée conforme. Ce sont des fonctionnaires qui étaient en situation irrégulière, d'autres c'était des bénéficiaires de congés de maladie, congés de formation, d'autres qui étaient dans des missions diplomatiques et consulaires. Maintenant, ils sont revenus. Comme ils n'ont pas été enrôlés pendant la première phase, et cette fois-ci, on profite de l'occasion pour faire leur enrôlement biométrique. Et la seconde catégorie, ce sont les nouveaux agents que nous sommes en train de recruter ou dont on vient de les recruter. C'est le cas des agents au ministère de l'enseignement préuniversitaire, le ministère les enseignants nouvellement recrutés, les agents de police recrutés après la première phase de l'opération et autres agents des divers départements. Donc ce sont ces deux catégories-là que nous appelons fonctionnaires en attente d'enrôlement. Ce sont ces populations-là qui sont concernées par cette phase de recensement appelée recensement biométrique additionnel. Et après cette phase, qu'est-ce qui va arriver? Actuellement, nous sommes sous la phase de recensement. Ça a commencé, le travail proprement dit. Le travail a commencé depuis le 7 juillet. Le 7 et 8 juillet, c'était la campagne de sensibilisation, la formation des acteurs du processus. Nous avons commencé à Conakry et dans les centres de Mamou, Kankan et Zérekouré. Nous avons envoyé des missionnaires qui sont partis former d'abord les acteurs. Les régions administratives. Voilà. Non, oui, les régions administratives, mais cette fois-ci, on n'a pas envoyé des gens dans tous les chefs-lieux, mais on a fait le regroupement. Certaines localités comme la région administrative de Farana et Kankan, ces acteurs-là étaient à Kankan. On les a regroupés à Kankan. Et Boké, une partie de Boké et de Kindia sont venus à Conakry. Et une partie de Kindia, Labé et Mamou sont restés au centre de Mamou et la région forestière à Zérekouré. Monsieur Camara, pourquoi ce recensement additionnel? Nous sommes dans une dynamique qu'on a engagée depuis 2014. Vu les résultats obtenus pendant la première phase du recensement en 2014, on s'est dit que on a procédé au croisement des différents fichiers. L'opérateur là, quand nous avons procédé au croisement des différents fichiers, le fichier du premier recensement. Voilà, d'abord le fichier biométrique, le fichier qu'on appelle FCA, fichier des gestions administratives, et le fichier solde. On s'est rendu compte qu'il existe des cas de doublons dans ces différents fichiers. C'est-à-dire une personne, quand vous voyez dans le FCA, vous verrez Camara Djoumé, Né, Tantan, avec la même identité, mais dans le fichier des pensionnés aussi, on s'est rendu compte que la même personne existe dans ces fichiers. Il est question de savoir maintenant qu'est-ce qui s'est passé ou comment peut-on examiner cette situation pour savoir si c'est la même personne ou bien si c'est des cas cas similaires. C'est pourquoi on a dit qu'il existe des cas de doublons et vous n'êtes pas sans savoir que il y a, dans le passé, il y a eu des cas dans la gestion, il y a eu des cas de fictifs
des agents qui étaient là, vraiment engagés en bonne et due forme, mais certains ont quitté. Ils sont tantôt à l'étranger ou bien, en tout cas, ils sont occupés à d'autres occupations. Mais l'État continue à payer les salaires. Donc, c'est d'autres personnes qui profitent. Généralement, ce n'est pas la personne engagée elle-même, mais il y a d'autres malins qui sont en train de percevoir ces salaires-là. Donc, et ces malins pourraient se trouver où? Au ministère de la fonction publique ou au ministère de l'économie et des finances? Pas totalement. Pas totalement. Ça peut ou bien être, des tierces personnes? Des tierces personnes. Ça peut être d'un département ou bien ailleurs, mais en tout cas, comme la chose n'est pas bien élucidée, nous, on s'est dit, on ne peut pas faire la chasse aux sorcières, donc il faut aller à la source pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Si vous ne pouvez pas lutter contre un fléau, si vous ne parvenez pas à comprendre le mécanisme. Donc, nous sommes dans cette phase-là. Donc, actuellement, c'est la phase de recensement qui consiste aux personnes concernées de remplir les fiches de recensement mises à leur disposition par le biais des DRH et les chargés des pensions. Donc, après l'atelier du 7 et 8 juillet, nous avons distribué les fiches et aujourd'hui, presque nous sommes à 80-90% et cette phase de recensement est en train d'être acheminée. C'est du 8 juillet jusqu'au 20 août et du 20 août au 30 août, c'est l'acheminement des fiches et les fonds des dossiers à Conakry. Donc, à ce niveau, il y a une équipe qu'on a mis en place, appelée équipe projet, qui procédera au dépouillement, voir au cas par cas, les fiches, comment les fiches ont été renseignées, et s'il y a des erreurs pour pouvoir corriger, avant de transmettre ces fiches-là à l'opérateur technique qui procédera ainsi à la numérisation de ces fiches et fonds des dossiers. Donc c'est ça la première phase. Et puisque vous parlez de l'opérateur technique, un des agents est là, monsieur Haoussa, je prononce Kassi Haoussa. Cette fois-ci est la bonne. Maintenant, votre travail consiste à faire concrètement dans ce recensement biométrique. Ok, merci beaucoup, M. Condé. Notre travail ici, comme M. Kamara Djoumé a dit, c'est d'accompagner la fonction publique dans le recensement et dans le recensement biométrique des fonctionnaires, des pensionnés et des contractuels. En fait, à notre niveau, nous avons, disons, deux grandes phases. Bon, trois grandes phases que je pourrais dire. La première phase, c'est la phase de dématérialisation des fiches des fonctionnaires. Par exemple, lorsque le DIGAP nous soumet les différents dossiers des fonctionnaires, nous allons les dématérialiser, les numériser, les faire passer de format papier en format quoi? Électronique. Le format électronique. Et de là, on a un atelier qui permet de pouvoir saisir les informations qui sont sur ces fiches. Et déjà dans cette première phase, ça nous permet déjà de pouvoir détecter déjà des doublons. Parce que normalement, c'est deux fonctionnaires différents ne peuvent pas avoir le même matricule. Donc s'il arrive que une personne essaie d'usurper du matricule d'une autre personne, déjà dans cette première phase, déjà on peut déjà détecter cela. On a aussi au niveau de cette phase un contrôle qui est fait au niveau de l'ICAP qui permet de vérifier que les informations sur la fiche sont en conformité avec le fond de dossier qu'il a fourni. Après cette phase de numérisation, nous allons récupérer la base de données que nous avons saisie pour les loger dans nos kits d'enrôlement. Nous allons récupérer aussi le fichier qui sert à la paye au niveau du budget aussi pour le loger dans le kit d'enrôlement. Et nous allons passer maintenant à la reconnaissance et à l'identification biométrique des fonctionnaires. À ce niveau, on va d'abord prendre la photo des fonctionnaires. Mais je tiens à vous rappeler que la photo, c'est une photo au nom ICAO. C'est-à-dire que le nom ICAO permet de dire, cette photo, on peut faire un croisement des différents aspects du visage et dire que la personne est en double mais n'est pas en double. Après la photo, nous allons prendre aussi les empreintes digitales, c'est-à-dire qu'il y a 10 empreintes digitales du fonctionnaire qui peuvent nous permettre aussi de pouvoir faire des croisements des empreintes digitales. On prend aussi la signature du fonctionnaire. Mais je tiens à rappeler que pendant la phase d'enrôlement biométrique, nous ne faisons aucune saisie. Parce que les données étant déjà saisies, nous allons juste récupérer les données biométriques. Après cette phase d'enrôlement biométrique, nous passons à la troisième phase, la phase de centralisation et de traitement des informations reçues. Pendant cette phase, nous allons essayer de centraliser toutes les données que nous avons recueillies sur le terrain dans un serveur et mettre en place le processus de matching qui va permettre de pouvoir croiser les empreintes digitales et les visages les empreintes digitales des différentes personnes qui ont été enrôlées. Dans cette phase, le matching va consister à croiser les fonctionnaires entre eux et après peut-être croiser les fonctionnaires avec les pensionnés et les contractuels pour voir est-ce qu'il y a des personnes qui ont pu se faire enrôler
2 fois dans les différents cas. Voici un peu, et puis la dernière phase va consister maintenant à la livraison des cartes des fonctionnaires. Voilà, monsieur Kassi, certainement lors du premier recensement biométrique, après cela, vous avez au moins recensé quelques anomalies. Quelles sont ces anomalies? Quelles sont les dispositions prises pour ne plus revivre ces genres de problèmes, de difficultés après ce recensement additionnel? Ok, déjà la première anomalie qu'on a pu rencontrer, c'était d'abord au niveau de remplissage des fiches. Au premier recensement, comme c'était la première fois en Guinée, beaucoup n'étaient pas informés sur la manière de remplir les fiches. Donc il y avait beaucoup d'erreurs. Il y avait des personnes qui ont essayé de remplir des fiches avec des matricules qui n'existaient pas. Qui n'existaient plus dans... Qui n'existaient pas. Ah d'accord. Qui n'existaient pas, pensant qu'ils pouvaient profiter de l'opération pour devenir des fonctionnaires. Et ils ont essayé, ils ont vu que ça n'est pas possible. Donc déjà à ce niveau, on a mis un atelier mixte avec l'équipe de la fonction publique qui intègre les membres de la fonction publique et notre équipe pour déjà en amont essayer de régler les problèmes de remplissage des fiches. Et au niveau de l'enrôlement sur le terrain, bon, la première phase est vraiment bien déroulée, seulement qu'on a eu quand même quelques petits problèmes de personnes dont les fiches n'ont pas été vite acheminées à notre niveau pour être prises en charge dans l'équipe d'enrôlement. Donc, c'est dans cette phase, avec toujours la fonction publique, on a pris toutes les dispositions pour que toutes les personnes qui déposeront les fiches soient logées dans l'équipe d'enrôlement pour éviter qu'ils ne soient pas prises en charge lors de l'enrôlement biométrique. Est-ce que lors du premier recensement, vous avez pu quand même détecter, vous en tant qu'opérateur technique, quelques cas de doublons, les gens qui veulent être ici et être là? Est-ce que le recensement vous a permis de mettre à nu quelques comportements véreux de certains fonctionnaires? Ok, merci bien pour la question. Déjà, je tiens à vous dire que déjà au niveau de la première phase, la phase de numérisation des fiches, dans le premier cas, on a eu beaucoup de cas de doublons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y avait soit des fonctionnaires qui utilisaient des matricules qui ne les appartenaient pas. Et lors de l'atelier de numérisation, on constate qu'il y a ces cas de doublons des matricules. Quand c'est comme ça, on fait la copie des fiches qu'on soumet à l'autorité et lui qui nous prend une décision par rapport à cela. Ça a été déjà donc vous attirez l'attention de l'autorité. On fait un rapport. On fait un rapport et puis on dit voici des cas de doublons. Deux personnes avec des identités différentes mais ayant le même matricule. Comment vous gérez? Comment vous gérez? Alors, comment vous gérez? Ce n'est pas nous qui vous posons cette question, c'est bien l'opérateur. Comme il vient de le dire, effectivement, il y a eu ces cas lors de la première phase de l'opération. Dans certains départements, vous verrez, on nous remonte 2 fiches avec des identités différentes, mais le même matricule. Et à l'inspection, nous prenons soin par le biais des DRH, nous invitons les personnes concernées à se présenter. Et quand elles viennent se présenter à l'inspection générale de l'administration publique, et par nos méthodes d'investigation, nous parvenons à comprendre que parmi les deux, il y a des cas où parmi les deux, le titulaire n'existe pas, effectivement. Donc, c'est des situations même que entre les deux qui utilisent, ils sont tous des faux. Ils ne sont pas des titulaires. Les deux, c'est des faussaires. Il y a un titulaire certainement qui est décédé ou qui n'est plus en Guinée, il est à l'étranger. Alors, il y a 2 ou 3 personnes qui connaissent la réalité. Donc, l'un essaie d'attribuer le matricule à une autre personne et l'autre aussi fait la même chose. Donc par le biais du recensement, chacun, on se dit qu'une fois que tu es recensé, c'est fini, c'est pour toi. Sachant que le recensement consiste à prendre la situation actuelle, c'est-à-dire une donnée qui se trouve dans le fichier. Tu ne peux pas profiter du recensement pour créer un nouveau fonctionnaire. Ça ne peut pas se faire. Donc, généralement, quand nous invitons ces personnes-là par des questionnaires, on arrive à comprendre que le titulaire n'existe pas. Ou bien, le titulaire, c'est l'un et l'autre essaye peut-être voir si sa promenade peut réussir. Donc, pour ces cas, après nos vérifications, nous faisons une note technique assortie de propositions concrètes à l'autorité pour pouvoir résoudre le problème. Monsieur Cabra, après le premier recensement, qu'est-ce que ça a apporté comme changement au niveau du fonctionnement de l'administration publique guinéenne? Au niveau du fonctionnement de l'administration publique, nous pouvons dire que les résultats sont élogieux. Premièrement, nous venons d'introduire
la GED, c'est-à-dire la gestion électronique des documents. Aujourd'hui, un fonctionnaire en Mandiana peut rester, par suite d'inondation ou autre calamité, il a perdu tous ses documents, il peut saisir son DRS qui nous appelle. En nous communiquant uniquement son matricule, nous arrivons, s'il a été enrôlé lors de la première phase, nous pouvons imprimer tous ces papiers. Réactualiser en un temps déjà, record. nous avons, en plus de l'archivage physique, nous avons l'archivage numérique des données. Donc ça, c'est des acquis. Le premier avantage. Le premier avantage. Deuxièmement, ça nous a permis de déceler beaucoup d'effectifs. Oui. Il y a près de 10 000 agents qui ont été dégagés du fichier. En plus de ça... Donc une manne financière a été libérée. Une manne financière. Aujourd'hui, peut-être vous vous souviendrez qu'à la suite de la première phase de l'opération, la fonction publique n'est pas un département qui fait des recettes, mais nous sommes parvenus à reverser au compte du Trésor public près de 30 milliards. Par mois. Non, pas par mois. 30 milliards, ça représente le cumul de 10 mois de salaire des agents qui n'ont pas été enrôlés lors de la première phase. Ils étaient nombreux, mais de vérification en vérification, le lot qui est resté, dont on n'a pas pu élucider leur situation, c'est les 10 mois de salaire de ces agents-là qui font les 30 milliards, qui nous a même permis aujourd'hui de financer entièrement la phase de recensement biométrique additionnel là. Donc, un autre avantage. Autre avantage, vous vous souviendrez que depuis l'avènement du professeur Alpha Condé à la magistrature de notre pays, les fonctionnaires et contractuels de l'État ont bénéficié, c'est-à-dire ont constaté une augmentation substantielle des salaires. Même si parallèlement... Ces augmentations de salaires ont été rendues possibles grâce aux mesures d'assainissement déclenchées par le ministère chargé de la fonction publique depuis 2013, c'est-à-dire avant même le recensement biométrique et après le recensement biométrique. Ça nous a permis de déceler assez d'effectifs. Et en plus de ces effectifs, il y a aussi une autre catégorie de personnes qu'on a appelées double mandatement. Les agents qui, Mamadou est fonctionnaire et il travaille encore dans le secteur privé. Il est dans une société minière ou bien il travaille dans une banque, il est encore fonctionnaire. Donc, grâce à l'opérateur technique qui nous a permis de faire le croisement du fichier des gestions administratives, le fichier de la fonction publique et les fichiers périphériques, c'est-à-dire le fichier de la Caisse nationale de sécurité sociale. Comme les travailleurs du privé sont enregistrés dans ces fichiers, ça nous a permis de déceler 1021 personnes qui étaient dans cette position-là. Qui émargeaient à la fonction publique et dans le privé. Et dans le privé, privé ou mixte. Ouais. Voilà. Donc, grâce à cette opération, nous avons démasqué cette situation qui nous a permis aussi de faire de l'économie. Oui. Maintenant, pour cette deuxième phase, est-ce que vous avez une idée sur le nombre d'agents, le nombre de fonctionnaires concernés? Oui, comme on a commencé, il s'agit de 3 catégories. Les pensionnés il y a plus de 70 000 pensionnés qui sont concernés. Les contractuels temporaires sont au nombre il y a plus de 12 000 agents concernés. Et les fonctionnaires qu'on appelle fonctionnaires en attente d'enrôlement, comme ce que je vous ai expliqué tout de suite, ceux qui n'ont pas pu être enrôlés lors de la première phase et donc qui sont dans les situations régulières, et les agents nouvellement recrutés qui sont au nombre de plus de 18 000. Donc c'est ce qui compose notre population cible. Et au niveau des appareils que vous avez positionnés au niveau des départements, les pointeuses, oui. Voilà, les pointeuses, est-ce que le niveau de sécurité de ces appareils-là, c'est rassurant? Monsieur Aoussa. Ok. Au niveau de la sécurité, ce n'est pas les cas de sécurité que vous parlez, mais si c'est la sécurité au niveau du fonctionnement. Si ça ne risque pas d'être manipulé par les fonctionnaires. Non. En fait, la performance. Il faut déjà savoir que ces pointeuses sont dotés d'une sécurité d'accès, c'est-à-dire de l'information à l'intérieur. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir accès au menu, pour gérer l'intérieur, il faut avoir le code. Et généralement, le code, il n'y a que 2 personnes, c'est-à-dire que nous.
et la fonction publique avec 2 personnes qui ont été désignées à leur niveau et le gestionnaire local. C'est-à-dire qu'il y a une personne au niveau de chaque ministère qui parle. Lui, on leur a donné l'accès uniquement pour faire l'identification des personnes au niveau de son département. Donc, je pense qu'au niveau de sa sécurité, elle est déjà bonne. Et chaque mois, ces personnes-là viennent avec les machines au niveau de la fonction publique pour faire une extraction des données de pointage et sortir les statistiques à ce niveau. Est-ce qu'il y a suffisamment de machines pour vraiment vérifier l'assiduité des fonctionnaires au niveau des services? Bon, comme vous constatez, les machines, nous avons manifesté notre besoin. Aujourd'hui, nous sommes avec la Banque mondiale, toujours dans le cadre des mesures de l'assainissement, la modernisation de notre administration publique. Nous avons un projet avec la Banque mondiale, qui est le projet d'acquisition de 150 nouvelles pointeuses. Le nombre qu'on a actuellement est insuffisant. Il faut se dire la vérité. C'était une phase pilote même. Voilà, on était en train d'expérimenter la chose. Donc, et l'expérimentation, oui, ça. Elle est porteuse. Oui, elle est porteuse. Avec le contrôle permanent qui s'est passé en 2015, fin 2015, décembre, début 2016, cette opération de contrôle permanent était couplée avec l'installation et l'expérimentation de ces pointeuses électroniques. Et vous vous souviendrez qu'à la suite de cette opération de contrôle permanent, nous avons pu dégager encore du fichier plus de 2000 agents qui étaient dans des situations irrégulières. Certains étaient décédés en activité non déclarée et d'autres aussi, ils étaient en abandon de poste. Donc, grâce à ces masques, la personne, vous pouvez venir faire des arrangements avec le missionnaire, mais la machine, vous ne pouvez pas faire un arrangement avec la machine. C'est celui qui est enrôlé et qui a passé pour une première fois faire la reconnaissance devant la pointeuse. Donc, il ne peut pas se faire substituer par une autre personne qui viendra pointer à sa place. Monsieur Camara, qui donne le matricule à la fonction publique? Le matricule appartient au ministère. C'est-à-dire c'est le ministère de la fonction publique. Une fois qu'un agent est engagé, régulièrement engagé à la fonction publique, il faut le dire, parce qu'un agent est régulièrement engagé, et soit il a passé par le concours, ou bien il est engagé sur titre, en tout cas un arrêté signé par le ministre chargé de la fonction publique. C'est ce qui lui donne le droit d'être titulaire d'un matricule. Et c'est ça le principe. Et souvent, on procède quand même à des recrutements. Récemment, on a vu un concours organisé ou en attente d'être organisé par le département de la justice, garde des Sceaux. Est-ce que c'est maintenant, au fur et à mesure qu'il y a de nouveaux recrutements, qu'on va procéder au recensement additif? Comment l'opération va se passer? Ou bien, après cette deuxième phase, le projet va tirer vers sa fin? Non, après cette deuxième phase, le recensement biométrique additionnel, il y aura le transfert de compétences. C'est-à-dire, prochainement, même si on recrutait 10 000 agents, on ne fera plus appel à une autre société. À la fin du contrat, il y aura un nombre de kits que l'opérateur va céder au ministère de la fonction publique, ça deviendra une propriété. Nous avons même recruté plus de 30 agents qui travaillent avec l'opérateur actuellement pour la relève. Donc on n'aura plus besoin de faire un contrat pour appeler notre opérateur pour venir recenser. Ça deviendra comme une activité pérenne du département. À chaque fois qu'on engage, on fait le recensement sur place. Et quel est le degré de maîtrise de ces techniciens mis à votre disposition? Déjà, je tiens à rappeler que ces techniciens ne sont pas nouveaux dans le processus parce qu'ils étaient déjà agents lors de la première phase de recensement. C'est à la suite de cette phase qu'ils ont été recrutés pour assurer la relève de ce projet. Donc déjà depuis, disons, août 2015, ils sont à notre disposition pour travailler. Et depuis cela, ils ont bénéficié de plusieurs formations en interne. Et cette deuxième phase du projet sera pour eux un véritable texte pour voir quel est le niveau d'acquisition de ce projet. Mais je pense bien qu'ils n'auront pas trop de peine à pouvoir assurer la suite parce que
plus d'un an qu'ils sont dans l'exercice, ce sera plus facile pour eux. Mais on sait quand même que quand on est responsable de quelque chose, pour se maintenir, on se fait désirer. Donc la personne qui est là pour apprendre après pour le transfert de compétences, on fait semblant de l'apprendre. Une fois que vous n'êtes plus là, le travail, on rencontre toujours des difficultés. Soit c'est des coups de téléphone ou c'est ceci, cela. Est-ce qu'il y a la bonne foi de l'opérateur pour qu'un véritable transfert de compétences soit fait? Ok, merci bien. Déjà, je me réjouis sur cette question parce que déjà, je veux dire que ces personnes qui sont à notre disposition sont devenues presque une famille pour nous. Comme je disais, il y a plus d'un an que nous travaillons ensemble. Et à ces personnes, déjà, on n'a pas seulement donné la formation professionnelle, mais on a donné une formation d'éthique morale aussi. D'accord. C'est très important. Gérer une telle opération, ce n'est pas seulement la technique qui entre dedans, il y a la moralité. La probité aussi, morale. La probité aussi qui est dedans. C'est important. Donc, ces personnes avec qui nous travaillons déjà plus d'un an, on leur a fait comprendre qu'est-ce que c'est que l'opération. Quel est l'enjeu, la portée qui est en cours aujourd'hui. C'est une grande charge qui sera à la disposition. Donc sur ce côté, c'était déjà fait. Côté professionnel, on s'est assuré que ces personnes-là bénéficient de tout ce que nous connaissons dans ce domaine pour pouvoir assurer la continuité. Et comme je l'ai dit, cette deuxième phase qui aura lieu leur permettra de pouvoir réellement tester leurs compétences. Et au cas où, parmi toutes les catégories citées tout à l'heure qui sont concernées par ce recensement additionnel, un des groupes où des personnes ne sont pas recensées, quel va être leur sort? Bon, il s'agit de savoir d'abord quelle est la cause. C'est ça le problème. Les causes peuvent être multiples. Voilà, nous par exemple, en tant qu'inspecteur, mon souhait aujourd'hui, c'est de dire que si on dit qu'il y a 15 000 agents qui sont concernés par une opération, mon souhait aujourd'hui, c'est de communiquer à mon ministre, voilà, sur les 15 000, il n'y a que 5 000 que j'ai pu recenser. Ça me permet de vendre l'image de mon service. Ça veut dire que c'est l'État qui va bénéficier. Alors, pour des cas jugés dignes d'intérêt, quelqu'un qui est en congé, un fonctionnaire régulièrement en congé de formation, par exemple, il n'est pas obligé de revenir pour se faire recenser. Mais par le biais de son DRH, c'est-à-dire chef de division des ressources humaines, les situations-là nous sont communiquées à l'équipe projet et pour qu'on prenne en compte sa situation. Le congé est assimilé à l'activité. Quelqu'un qui est en congé de formation, congé de maladie, nous on le considère, c'est comme s'il était en activité. Mais pour les cas dont les personnes, on n'a pas eu d'information. Le DRH ne nous a pas communiqué il est dans telle position, c'est sa situation administrative. Comme ça, il ne s'est pas présenté et on ne connaît pas la cause. Donc, pour nous, on assimile à un agent qui est en situation irrégulière. Un abandon de poste. Un abandon de poste ou un fictif. Personne ne pourra venir justifier votre cas si ce n'est pas par vous ou par le DRH. Mais si la situation nous est communiquée, nous prenons en compte quand même, on le considère comme des agents qui sont en situation régulière. Est-ce que vous avez une idée sur le coût de tout ce travail? Le coût, oui. Bon, le coût, nous avons une idée, mais ce que j'ai dit dans mon introduction, aujourd'hui, le ministère de la fonction publique, on se vend aujourd'hui parce que nous ne sommes pas un département qui fait des recettes. Pas du tout. Mais grâce aux efforts des uns et des autres pendant la première phase de l'opération, nous avons pu mobiliser 30 milliards. C'est sur les 30 milliards-là que nous sommes en train de faire les frais de cette opération. D'abord, le coût de l'opérateur, que d'ailleurs on a eu la chance, c'est le même opérateur qui a été reconduit suite à un avis d'appel d'offres. Donc, et même le budget à lui, c'est-à-dire pour prendre en charge le côté administratif, tout est financé sur fonds propres, s'il faut le dire ainsi. C'est sur fonds propres, c'est nous qui avons mobilisé ces fonds et grâce aux efforts du mouvement social, qui sont nos partenaires lors de la dernière grève, et il a été demandé au gouvernement de mettre à la disposition du ministère en charge de la fonction publique ces fonds-là pour qu'on puisse faire face à cette opération additionnelle. Tout à l'heure, vous avez donné les différents groupes concernés par ce recensement biométrique additionnel, mais vous n'avez pas donné les dossiers à fournir par ces personnes. Les pièces. Oui, les pièces à fournir. Il y a par exemple la pièce d'identité. Ça concerne
toutes les catégories, que ce soit le fonctionnaire, le contractuel ou le pensionné. Mais les pièces varient selon les catégories. Par exemple, pour le pensionné, on s'est dit que ce n'est pas la peine de trop surcharger les gens. En plus de sa pièce d'identité, il y a le dernier bulletin ou le bulletin récent, le plus récent. Il y a l'arrêté de concession de la pension. C'est chez eux, après l'acte de radiation, il y a un arrêté qui est délivré par le ministère du budget là-bas, qui vous donne le droit de liquider la pension. Si on a ça avec cette catégorie, c'est suffisant. Plus la fiche de recensement que la personne elle-même a rempli. Donc, c'est bon. Maintenant, les fonctionnaires et contractuels, en plus de la pièce d'identité, il y a l'arrêté ou l'acte d'engagement de la personne. C'est-à-dire son arrêté d'engagement, ou s'il faut dire, en tout cas l'acte d'engagement. C'est à ce niveau, j'ai fait cette précision, parce que vous savez, pendant la Première République, certaines catégories d'agents publics étaient engagées par décret. Donc c'est pourquoi il ne faut pas dire directement l'arrêté d'engagement, ça pour ne pas exclure cette catégorie. Donc l'acte d'engagement à la fonction publique, à défaut, pour les anciens, par exemple quelqu'un qui se présenterait que je n'ai pas la copie de mon acte d'engagement à la fonction publique, mais si la fiche de recensement de 1985, il peut présenter cette fiche de recensement. Il y a le diplôme, la copie légalisée du diplôme. Il y a l'extrait d'acte de naissance. Et plus le bulletin, le dernier bulletin ou le plus récent, et la fiche de recensement que la personne elle-même a renseignée. D'accord. Donc actuellement, on ne peut pas être engagé à la fonction publique par décret? De nos jours, non. Même de nos jours, à supposer que quelqu'un qui est dans le privé, il bénéficie d'un décret pour occuper un poste administratif. Oui, comment son cas est géré? vous aujourd'hui, monsieur le président de la République, par confiance, il peut vous nommer à un préfet ou bien à un autre poste. Oui. Comme vous n'êtes pas fonctionnaire, votre dossier est transmis à la fonction publique pour que le ministre en charge de la fonction publique puisse prendre un arrêté pour vous engager dans les effectifs de la fonction publique. Le décret là ne fait pas de vous un fonctionnaire. Il faut que le ministre en charge de la fonction publique administrative. Oui, on transmet votre dossier pour qu'on puisse vous engager à la fonction publique. Et ça, c'est une embauche automatique. Dans ce cas, si vous sollicitez. Et si vous ne sollicitez pas? Non, on peut, au lieu d'être fonctionnaire, vous pouvez demander à être contractuel. Quelle est la différence entre les deux? Quel est le mode de traitement? Par exemple, vous bénéficiez d'un poste, vous sollicitez d'être contractuel. Oui, actuellement, il y a une catégorie de contractuels qui sont beaucoup plus rémunérés que par rapport aux fonctionnaires. Des contractuels qui bénéficient de l'arrêté conjoint. Donc, il y a cette catégorie de contractuels. Aujourd'hui, il y a beaucoup de secrétaires généraux, chefs de cabinet, des ministres qui sont dans cette position. Ils ne sont pas fonctionnaires. Donc, le jour ils vont être demain, quand vous perdez votre poste, ça s'arrête là. Donc vous avez le choix entre les deux variantes. Voilà. Maintenant, si vous êtes fonctionnaire, si vous avez choisi d'être fonctionnaire, même au-delà de votre poste, vous restez fonctionnaire. D'accord. Monsieur Camara, on sait qu'au début, lorsque vous avez fini le recensement biométrique, on voyait vraiment de l'engouement au niveau de la fonction publique. Les fonctionnaires venaient tous les jours pour venir se pointer, mais depuis, il y a un peu de ralentissement, l'absence de relâchement. Voilà, de relâchement. Et au niveau de la fonction publique, qu'est-ce que vous prévoyez en cas d'absence répétée? Oui, c'est vrai ce que vous dites. D'ailleurs, pendant le contrôle permanent, c'était régulier. Les gens venaient chaque matin se faire pointer. Mais par après, d'aucuns, ils ont relâché. C'est pourquoi, pendant le mois de juillet 2016, quand nous avons édité les listes des agents qui ne se font pas pointer, il y a eu du cri par-ci, par-là. Chacun disait... Il y en a qui viennent, mais ils avaient perdu l'habitude de se faire pointer. Il y en a qui venaient, Mais vous savez, la gestion des ressources humaines est un peu complexe. Mais nous faisons tout pour que
la situation, que ça ne soit pas des moments comme c'est-à-dire le feu de paille. Quelquefois, les gens ils prennent la bonne habitude, après ils relâchent. Nous, notre vocation aujourd'hui, c'est d'amener les gens à venir régulièrement à leur service. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et vous allez vous rendre compte, le département est en train de prendre des mesures allant dans ce sens-là pour lutter contre l'absentéisme des agents publics. À présent, on va se tourner vers les auditeurs et téléspectateurs. Vous qui avez suivi cette émission depuis le début, vous pouvez réagir via les deux numéros du stand, le 666 99 99 30 ou le 666 99 99 31. Le premier est déjà en ligne. Diallo Mamadou Sirajo, bonjour. Bonjour M. Abakar Condé et bonjour à l'équipe des Zourdérés. Merci vos invités. Je prie le bon Dieu pour qu'il vous garde longtemps pour servir la Guinée et les Guinéens. Amen. Je m'incline devant la mémoire de ceux-là qui ont disparu hier. Je prie le bon Dieu pour qu'il nous garde dans son paradis éternel. M. Abakar Condé, ça montre une fois encore de plus la déliquescence, l'absence de l'État dans notre pays. Sinon, comment vous pouvez expliquer, M. Abakar Condé, des combos comme ça existent au cœur de la ville et l'État a permis à des citoyens de venir rester à côté de ces combos parce que c'était une chose prévisible. Moi, j'ai écouté le général Mathurin Bangoura sur la radio Nostalgie, ça fait même pas une semaine. Il parlait de ça, c'était des choses prévisibles. Mais l'État guinéen n'anticipe pas. Je vous dis, l'État guinéen est absent sur tous les plans. Moi, je voudrais que le professeur Alpha Condé sans son gouvernement, parce que ce qui se passe dans notre pays, c'est inexplicable. Si aujourd'hui, il est incapable de satisfaire la population guinéenne, moi, je pense qu'il doit démissionner avec son gouvernement. Je vous remercie. Diallo Mamadou Sirajo de Foulamadina, merci d'être passé aussi dans cette émission 666 99 99 30 ou le 666 99 99 31. La radio c'est bien Chérie FM, la fréquence 104.1. Et deux invités ici dans ce studio et sur ce plateau. Il s'agit de M. Kamara Dumé qui est chef projet recensement biométrique, et Kassi Haoussa, représentant de l'opérateur technique. Soirée à notre auditeur. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur, comment allez-vous? Très bien, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je me nomme Hassan Gourbali Baldé, je vous appelle de Petit Simba. Ok, merci, vous êtes en direct. Voilà, bon, j'aimerais d'abord réagir par rapport à ce que je peux dire, la Guinée a suivi ce dernier, avant-hier là, vers le Combos là. Allez-y. Voilà, vraiment, c'est vraiment déplorable, c'est incroyable même, parce que bon, il y a de ces personnes qui ne savaient pas vraiment, il existe dans une capitale comme la République de Guinée, surtout à Conakry ici, un Combos comme ça là, où les gens peuvent même venir acheter, comment on appelle, loger. L'État est absent partout. Sinon, comment est-ce que vous pouvez comprendre? Ça fait combien d'années? Il y a des ministres, il y a, comment on appelle, tous les gouvernants sont là en train de voir ça. Les citoyens sont à côté. Donc la responsabilité ici est partagée. Que ce soit du côté de l'État, que ce soit aussi du côté des citoyens. Parce que là où tu dois loger, franchement, tu dois d'abord voir ta vie, ta sécurité avant tout. Ton environnement. Donc si les gens, voilà, si, ton environnement effectivement. Si les gens maintenant se permettent de venir aujourd'hui, acheter là-bas des terrains, construire, envoyer des enfants là-bas, c'est vraiment déplorable. Donc nous demandons ici aux citoyens vraiment de porter beaucoup attention, de regarder vraiment le lieu où toi-même tu vas passer ta vie avec ta famille. Regardez les petits-enfants, les jeunes qui ont décédé là-bas. C'est l'avenir du pays qui est en jeu comme ça. D'accord. Donc vraiment, il faut que l'État porte beaucoup attention. Il faut que l'État soit présent. Il faut que l'État... C'est important, on vous a compris, messieurs Alseni, depuis Petit Simbaya. C'est tout? Vous avez une question pour les invités? Non, il est déjà parti, soirée, on rappelle les stands. Le 666 99 99 30 ou 31, vous nous appelez pour poser des questions à nos invités ou bien réagir sur les thèmes qui ont été discutés dans cette émission. Un autre en ligne. Bonjour monsieur. Allô, bonjour. Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où? Il est parti, un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où? C'est Suleiman Bangoua.
Allez-y, monsieur Bangoura. J'aimerais poser une petite question à vos invités. Allez-y. Après le recensement biométrique, est-ce qu'il y aura une carte pour les fonctionnaires? Carte d'identité pour les fonctionnaires. Ok, carte professionnelle. Oui. D'accord. Ok, vous êtes compris. Monsieur Kalissa Ismaël de Dixine. Monsieur Kalissa, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct, on vous écoute. Merci beaucoup. Je voudrais réagir par rapport au drame de Dar Salam. On vous écoute. Merci beaucoup. Donc, nous avons suivi avec intérêt le président Sidia Touré. Je crois que l'État doit prendre des dispositions nécessaires pour faire éviter à l'avenir ce que nous avons vécu hier. Aujourd'hui, le problème d'ordure est un problème qui devient un problème sérieux dans notre pays. Nous n'avons aucune politique claire par rapport à cela. Nous nous rappelons, 98-99, il y avait une politique très claire et qu'il y avait des PME qui géraient, en tout cas, les ordures dans les quartiers, pour l'acheminement vers les dépôts, via les dépôts centrales, à la carrière là-bas. Mais aujourd'hui, tous ceux-ci-là ont disparu. Je crois que c'est important. Aujourd'hui, Conakry a grandi en termes de population. Kalo Ibrahim de Dixine. Kalo, bonjour. Bonjour. Les habitants de Dixine se rivalisent à l'antenne. Hein? Allez-y. Merci, M. Condé. Et bonjour à vos millions d'auditeurs. Je voudrais signifier quoi, disons, en intervenant sur le point qui n'est autre que l'affaire de drame d'hier. Véritablement, ça a été une véritable consternation, ce que nous avons constaté à travers la disparition tragique de quelques individus. C'est très difficile. Mais il faudrait arrêter que nous comprenions... Quelques Guinéens, non? Quelques individus, M. Kalo. Quelques Guinéens, voilà. je retire le mot. Et à cet effet, véritablement, le citoyen guinéen doit comprendre qu'est-ce qu'il faut faire en termes de la civilité, en termes de citoyenneté. C'est extrêmement important ce qu'on dit. D'accord. Parce qu'on n'est pas sans savoir que cet endroit est considéré comme boss. Autrement dit, une décharge officielle et reconnue de tous. Ça veut dire que, c'est-à-dire que toutes les ordures en réalité ramassées dans les endroits de la ville de Conakry sont débarquées vers ce côté. Ça fait longtemps, depuis des décennies, ce coin est reconnu comme étant une décharge officielle. Mais les gens font quoi? Et en complicité avec les chefs de quartier, essayer en réalité de s'installer de ce côté. D'accord, merci donc, monsieur Kalo Ibrahim. Monsieur Khalil Condé est en ligne. Monsieur Khalil, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va, vous êtes en ligne, on vous écoute en direct. Oui, moi je voudrais seulement dire en une seule phrase ce qui se passe à Dar Salam. Si le peuple de Guinée ne s'occupe pas de ce gouvernement, c'est les ordures qui vont s'occuper du peuple. Merci beaucoup. On vous a largement compris. Une question d'abord posée aux invités. On va rappeler les stands puisque 2 minutes nous séparent de la fin de l'émission avant de revenir avec les invités. C'est le 666 99 99 30 ou bien le 666 99 99 31. Et on a un auditeur. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Camara Ibrahima, je vous appelle depuis Mafanko. Monsieur Camara, vous êtes en direct. Ok, ma question est directement liée à la fonction publique par rapport au recensement. Allez-y. C'est bien bon de faire le recensement, mais qu'est-ce que le monsieur qui est là-bas, votre invité, peut dire par rapport à la situation des fonctionnaires non postés? C'est-à-dire qu'ils sont là depuis quelques années, ils ne font rien et qu'ils doivent aller se faire pointer au niveau de la machine à tout moment. D'accord. Merci donc, monsieur Camara, d'être passé dans cette émission. On commence d'ailleurs par votre question directement. Oui, qu'est-ce que vous faites de la situation des fonctionnaires non postés? La situation des fonctionnaires non postés est un problème réel. Donc il y a du surnombre, hein? Ça explique le surnombre. Le surnombre, bon, oui, mais il y a actuellement le ministère nous sommes en train de prendre des mesures pour procéder au redéploiement. Vous savez, généralement, les gens, quand ils sont engagés, tout le monde veut rester à Conakry. C'est ça la réalité. Ouais. Donc, on ne tient pas compte des cadres organiques des départements. Des fois,
quand on affecte certains à l'intérieur, par des mécanismes, ils se débrouillent pour revenir à Conakry. Mais je suis à mesure de vous dire cela. Le département est en train de prendre des mesures idoines pour procéder au redéploiement des agents. C'est un problème il est entier. Et on ne peut pas cacher, c'est connu. Ça existe dans tous les départements. Quand l'arrière-pays est quand vous venez, voilà, et à l'intérieur, oui, nous sommes en train, dans sous peu de temps, le redéploiement va commencer. Okay. Et la seconde question, c'est par rapport aux cartes, par exemple des cartes biométriques. Oui, ce n'est pas la carte d'identité, mais voilà, nous appelons ça carte professionnelle biométrique. Que nous allons, ça fait partie même des repères structurels avec le FMI. Donc d'ici décembre 2017, les fonctionnaires contractuels permanents ou même contractuels temporaires recensés vont bénéficier de ces cartes professionnelles sécurisées. Et c'est vous qui allez délivrer ces cartes? Oui, exactement. Comme il le dit bien, les cartes professionnelles, ce sont les cartes RFI, c'est les cartes à puce, sans contact. Sauf que dans ces cartes-là, on fera en sorte que la situation administrative du fonctionnaire soit mise dans la puce. Et à chaque fois qu'il y aura un mouvement du fonctionnaire, qu'on puisse mettre à jour la puce qui est à l'intérieur. Et le mot de la fin? Le mot de la fin, je pense bien que l'opération aujourd'hui entamée par le ministère de la fonction publique est une opération qui doit permettre normalement, comme ils ont dit, de pouvoir réellement assainir le fichier de la fonction publique. Et nous invitons toutes les personnes concernées par ce projet à se mobiliser pour y prendre part. Oui, monsieur Kamara Djumé. Oui, nous appelons ces agents ou ces personnes concernées, les pensionnés, les contractuels et les fonctionnaires en attente d'enrôlement, à adhérer à ce projet. Au jour d'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas encore rendu les fiches renseignées, qu'ils prennent le temps de le faire, parce que dans une semaine, les fiches et les fonds de dossiers seront acheminés à Conakry par le biais des DRH et les cellules de coordination mises en place à cet effet. Donc, pour ne pas que ces agents, c'est nous, après la phase de recensement, c'est l'identification biométrique qui va commencer. Et pour être enrôlé, il faut que la personne remplisse sa fiche. C'est la phase essentielle du projet. Si vous ne remplissez pas la fiche, ça veut dire que vous ne serez pas enrôlé. Donc aujourd'hui, c'est l'étape cruciale. C'est l'étape cruciale. Et nous invitons tout le monde, surtout les pensionnés. Nous les invitons à adhérer à ce projet et à tout mettre en œuvre pour que le délai contractuel que nous avons avec l'opérateur, pour qu'on puisse respecter ce délai contractuel. Merci donc à vous, monsieur Djumé Kamara, d'être passé dans cette émission. Kassi Haoussa également. Monsieur Djumé, c'est une première fois d'être dans ce studio. On espère que ça ne va pas être la dernière. Peut-être qu'après la phase de l'opération, on sera là encore pour évaluer les acquis, et également les recommandations, pourquoi pas les faiblesses, pour savoir comment ces faiblesses aussi peuvent être corrigées. Merci donc à tous les deux d'être passés dans cette émission. Merci à Soirée Bouakar pour la co-animation. Merci à Cabinet Sano Kande Omar Kamara, Kadia Touré pour la mise en onde, Alassane Diallo, Moroumou Kamara Seko Touré, Kadia Touré pour la réalisation côté TATV. La rediffusion, c'est à 22h05 sur Chéri FM, la 104.1 et 22h15 sur Africa Today Télévision. Quant à nous, on va se reprendre demain, même heure, même fréquence, avec un invité, Baouri, avec qui on va faire la revue de l'évolution de l'actualité sociopolitique de notre pays. Et notre rendez-vous à nous manquer sous aucun prétexte. Encore une fois, merci et portez-vous bien. La tribune de l'Actu Plus, c'était avec l'équipe de la rédaction. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée.